Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Et notre invité ce midi, c'est Alcide Ponga, le tout nouveau président du Rassemblement. Bonjour. Bonjour Elisabeth. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, vous avez été élu samedi dernier président du Rassemblement, après en avoir assuré l'intérim pendant plusieurs mois. Mais Alcide Ponga, vous êtes un petit peu une anomalie. Alors que l'on parle de fracturation ethnique en Nouvelle-Calédonie, que l'on retrouve tous les clivages du passé, vous êtes le premier président mélanésien d'un parti non indépendantiste. Comment est-ce que vous le vivez et est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient? Elisabeth, je vais répondre à votre question, mais avant tout, merci pour l'invitation et je vais profiter de votre antenne parce que j'ai oublié de le faire par ailleurs. Je vais profiter de votre antenne pour remercier toute l'équipe du Rassemblement avec l'ensemble de mes collègues du bureau et notamment la vice-présidente Virginie Ruffnac qui ont fait un travail énorme pendant les 2-3 mois précédant ce congrès-là pour que les choses se passent bien. Et je vais même aller plus loin, qui m'ont accompagné depuis le 8 décembre 2022 où Thierry Santane nous a confié le rassemblement pour le gérer. On l'a fait avec nos moyens, avec du courage et avec de l'abnégation et on est arrivé à ce congrès-là du samedi 20 avril. Voilà pour ces remerciements. Pour le reste, alors comment est-ce que vous sentez cette élection, cette présidence? Vous avez parlé de responsabilité, hein. Oui, oui, j'ai, comme je l'ai dit par ailleurs, une exception. Je sais pas et je pense pas. Je pense pas. Je pense plutôt, pour ma part, que c'est une lourde responsabilité qui s'impose à moi, mais qui s'impose aussi à ma famille. Et je pense qu'il s'impose aussi à la région de Kwawa et à toute la famille, jusqu'à Wailou, Kanala et tout ça. Donc, je dis avec émotion un peu. Parce que votre famille a toujours été très impliquée dans la vie politique. Donc en fait, vous prenez la relève et ça s'est vécu comment dans votre famille sans être indiscret? Je veux dire, c'est normal que vous trouviez ces responsabilités aujourd'hui? Oui, écoutez, je pense que je l'ai redit par ailleurs, hein, c'est une histoire qui vient de Louis Callot et l'AICLF, association protestante de nos anciens à l'époque religieuse. Hein, et ces deux associations-là se sont mises ensemble à un moment donné pour créer l'Union calédonienne. Donc le grand-père était déjà dans cette perspective-là de travailler dans la religion. Ils se sont engagés dans la politique avec tous nos anciens que l'on connaît tous hein, sur la côte Est, que ce soit à Ponériouin jusqu'à Touo, les Kowi Bouillon, les Néagalais, les Weta, Douy Matayo Weta, les Paraoui Rebas. Donc c'est toute une histoire. Quand on m'a posé la question ici même, comment est arrivé l'engagement, ben, en fin de compte, je crois que l'engagement n'arrive pas. C'est ici, ça fait partie aussi de notre responsabilité de s'occuper des autres. Et je pense que la vie de la famille, en général, c'est ce qu'on a toujours essayé de faire. S'occuper des autres et tout, que ce soit dans l'église, à l'école. Vous savez, je vous disais tout à l'heure, je suis aussi trésorier de la Fédération de l'enseignement libre et protestante, qui est aussi une structure issue de tout ça. Voilà, donc la FELP, c'est aussi le travail des anciens pour s'occuper des Mélanésiens. Et donc ça a été installé à Nédivin. Donc les anciens ont fait le travail pour apporter de l'éducation, apporter la religion et la politique également. Et donc ça s'inscrit totalement dans cette, on va dire, dans cette ligne de conduite-là. Alors, vous êtes maintenant le président du Rassemblement. Vous le disiez, vous avez assuré l'intérim pendant plusieurs mois. Le Rassemblement, on dit souvent, et il dit, enfin ses responsables disent souvent, c'est pas un parti comme les autres. Alors on invoque son histoire, on invoque son héritage. Aujourd'hui, il a quelle place dans le paysage politique calédonien? Il y a beaucoup d'autres partis qui sont nés. Le Rassemblement des origines, le signataire des accords de Matignon et de Nouméa, a l'air affaibli aujourd'hui. Quelle place vous voulez donner au Rassemblement? Ben, vous avez bien rappelé dans votre question, hein, le Rassemblement a signé les accords. Le Rassemblement a été créé par des anciens dont je parlais tout à l'heure avec Jacques Lafleur. Et 1977, là, on est quasiment plus de 40 ans après. Plus de 40 ans après. Euh, je dis souvent aux gens du Rassemblement, il ne faut plus rechercher le grand rassemblement de Jacques Lafleur de l'époque, parce qu'on est dans d'autres temps, on a d'autres enjeux, et les gens aujourd'hui
ne sont plus informés comme ils l'étaient à l'époque. Aujourd'hui, vous avez des réseaux sociaux, ça parle dans tous les sens. Donc, moi, je pense qu'il faut garder la philosophie que les anciens nous ont léguée, sans pour autant chercher, on va dire, à être le grand rassemblement de l'époque, mais on a une philosophie, on a des valeurs à défendre. Et tant qu'on sera présent sur l'échiquier politique, et on est présent aujourd'hui, hein, on a des maires, on a des élus en province sud, on a des élus en province nord, on assumera le rôle du rassemblement là où on est, et on essaiera de faire passer les valeurs qui sont portées par le rassemblement, et je le dis avec une petite, entre guillemets, qui sont aussi un peu les valeurs de celles de l'ancienne Union calédonienne, de deux couleurs, un seul peuple. Alors, des valeurs particulières, vous avez une voix un peu différente des autres partis non indépendantistes à faire entendre. Vous vous distinguez ou aujourd'hui vous êtes à peu près d'accord sur tout? Qu'est-ce qui vous différencie en fait? Je pense que l'ensemble des partis non indépendantistes qui sont présents sur l'échiquier politique aujourd'hui couvrent un large panel. Donc, moi, il y a certains dossiers sur lesquels je ne peux pas être dessus, et donc c'est peut-être à mon collègue Nicolas Mesdorf, qui est de Génération NC, qui est dessus, ou Sonia Baquès. Et il y a d'autres secteurs ou d'autres, on va dire, façons de dire les choses où eux ne peuvent pas être dessus, et moi, je serai dessus avec mes collègues du Rassemblement. Donc, je pense qu'on est là pour se compléter, mais l'important, c'est qu'on soit d'accord sur l'essentiel. Et l'essentiel pour nous et pour l'ensemble de nos partisans, ça a été toujours de défendre une Calédonie dans la France, parce qu'on pense que c'est bien pour les Calédoniens. Et aujourd'hui vous vous battez ensemble, par exemple sur le dégel du corps électoral, vous participez ensemble aux discussions sur l'avenir. Donc on a l'impression que les différents partis arrivent à travailler, arrivent à travailler ensemble sans tension particulière. Oui, tout à fait. C'est parce que je pense que c'est ce que je viens de dire, c'est que on sait ce qu'il y a d'essentiel, on laisse nos petites différences de côté et on travaille dessus. Donc c'est important dans des moments comme aujourd'hui, où il y a les questions de réforme du corps électoral qui sont en train d'être discutées en France, et il va y avoir toutes les discussions d'avenir qu'il faudra tenir aussi avec les partenaires indépendantistes d'en face et l'État. Donc tout cela nous oblige à un moment donné à laisser nos divergences de côté et à travailler sur l'essentiel, parce que c'est là que les Calédoniens nous attendent. Revenons au Rassemblement. Comment est-ce qu'il se porte véritablement? C'est un vieux parti, hein, on l'a dit. Vous avez rappelé dans votre discours après votre élection qu'il a connu des péripéties et des séquences douloureuses qu'il faudra traiter et corriger pour ne pas répéter éternellement ces dérives. C'est quoi ces dérives parmi ces péripéties? Est-ce qu'il y a les dernières sénatoriales et est-ce que ça laisse des traces encore? Déjà, Elisabeth, je vais vous répondre en disant que le rassemblement, c'est 1000 et quelques, pas loin de 100, 1100 adhérents aujourd'hui à jour, qui auraient pu participer à notre congrès. Donc, je ne sais pas s'il y a énormément de partis politiques on va dire, qui ont plus de 1000 adhérents aujourd'hui, peut-être à l'Union calédonienne, les autres, je ne sais pas. Mais nous, on le fait, et on a une vie démocratique qui est celle du parti. Oui, quand je parlais on va dire, de combat individuel, ça rejoint un peu ce que je disais avant. Si on n'est pas d'accord sur l'essentiel, si on n'arrive pas à se retrouver sur l'essentiel et que chacun court après ses intérêts personnels, à un moment donné, on va se perdre. Et on va perdre le combat pour lequel l'ensemble des partisans de la Calédonie française ont été missionnés, ou les anciens nous ont légués. Donc c'est important. C'est important ça. On va partir sur des nouvelles élections d'ici la fin de l'année. Il faut travailler ensemble. Il faut travailler ensemble, parce que quand on ne travaille pas ensemble, c'est assez mathématique, hein, si il y a des dispersions de voix, il y a des choses comme ça et tout, en fin de compte, chacun va prendre un petit peu, puis au final, il n'y a personne qui passe la ligne d'arrivée. C'est aussi simple que ça. Vous craignez des divisions aujourd'hui? Vous pensez que le Rassemblement maintenant a fini, va réussir à préserver son unité? Vous parliez de 1000 adhérents, c'est solide?
On a été ébranlé par ce qui s'est passé. Vous avez rappelé l'histoire des sénatoriales tout à l'heure. Il y a d'autres échéances aussi qui nous ont ébranlés. Il faut être en face de la situation et de la réalité de la situation. Il ne faut pas mettre sa tête dans un trou et puis dire oui, ça va, ça va, ça va. Non, il y a du travail à faire pour consolider les choses autour de nos valeurs les plus profondes et revenir sur l'essentiel. Moi, je dis souvent, revenir sur l'essentiel, arrêter les guerres d'ego, etc., etc. Nos Calédoniens qui sont en bas sur le terrain, c'est pas ça qu'ils attendent. C'est pas ça. C'est qu'on défende la trajectoire qui est la nôtre et qu'on puisse arriver au bout et faire respecter ce que eux-mêmes, les Calédoniens, ont exprimé sur les référendums successifs qui se sont passés dernièrement. Vous avez été élu samedi dernier, donc c'est encore tout neuf, mais comment est-ce que vous allez organiser le rassemblement? Vous allez avoir une équipe autour de vous, elle est déjà connue, c'est ceux qui étaient auparavant qui vont garder leur poste, comment vous voyez les choses? Oui, on n'a pas encore, j'ai personnellement pas encore réfléchi là-dessus, mais on va essayer de structurer le parti pour que ça soit un travail d'équipe. Vous savez, quand on parle de rassemblement de l'époque, on parle de Jacques Lafleur. Je vous disais tout à l'heure, on est dans d'autres temps aujourd'hui. Il y a un ancien qui me disait souvent dans le rassemblement, il faut qu'on arrête le culte de la personnalité. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je suis là en tant que président, mais je compte beaucoup m'organiser avec une équipe déjà présente et puis que ceux qui veulent nous rejoindre seront les bienvenus également au sein du rassemblement pour refaire vivre nos valeurs et faire à ce que ce parti-là joue le rôle qu'il doit jouer sur l'échiquier politique. Le rassemblement n'est plus seul aujourd'hui, il faut l'accepter. Il y a d'autres partis non indépendantistes qui sont aussi présents, donc il faut apprendre à travailler avec tout le monde et c'est ce qu'on fait et je dois avouer que ça fait à peu près un an et demi qu'on travaille très bien avec les autres, avec mes collègues loyalistes et que ça se passe. Donc il n'y a que comme ça qu'on peut y arriver. Alors on y faisait allusion, hein, vous travaillez avec vos collègues des autres partis loyalistes, notamment sur la révision constitutionnelle pour la modification du corps électoral. Les positions sont très clivées en Nouvelle-Calédonie entre les indépendantistes et les non-indépendantistes. Est-ce qu'un consensus est possible selon vous sur cette question du corps électoral ou est-ce que l'État va devoir passer en force? Vous voyez comment les choses, comment l'évolution de cette loi? Écoutez, Elisabeth, moi je vais déjà rappeler qu'en 2007, quand Jacques Chirac décide de geler le corps électoral, il n'y a aucun débat, aucune discussion, aucun consensus, voilà, il n'y a pas de discussion entre nous et les indépendantistes pour savoir si on le gèle ou on ne le gèle pas. Le seul accord qui avait été fait à l'époque, c'est en 1998 où les indépendantistes et les non-indépendantistes ont signé un accord et ont validé un corps électoral glissant sur 10 ans. Aujourd'hui, sur cette question de corps électoral, il faut se l'avouer, il n'y a pas eu de réussite d'accord là-dessus. Les uns voulant le rester gelé, les autres voulant qu'il y ait 0 année ou 3 ans de présence pour pouvoir voter. Ça fait 2 ans, ça fait 2 ans et demi à peu près, voire même 3 ans, que les ministres essayent de nous asseoir autour de la table pour discuter de l'ensemble de ces sujets, et non pas seulement le corps électoral. Qu'est-ce qu'a fait le ministre Darmanin? En l'absence d'accord entre nous, d'entente là-dessus, l'État reprend ses responsabilités. Et sur les 10 ans glissants, il y en a des deux côtés d'ailleurs, hein, qui trouvent la chose bien, ok, ça arrange tout le monde, mais il y en a qui ne sont pas d'accord. Il y en a qui veulent que ce soit gelé, il y en a qui veulent que ce soit carrément dégelé. Donc, à un moment donné, l'État a pris ses responsabilités comme ils l'ont fait en 2007, et la démarche, elle est en cours aujourd'hui. Je l'ai redit sur d'autres antennes, si l'on veut aujourd'hui rattraper le calendrier de la réforme, à nous d'avoir l'intelligence collective de s'asseoir à un moment donné et de discuter. Est-ce que ça sera de tous les points ou est-ce que ça sera que de celui-là? Mais il nous appartient de le faire. Mais les indépendantistes ont l'air très crispés sur le sujet. Il y a même, on l'entend bien au travers de la CAT, de la CCAT, un petit chantage à la violence ou aux affrontements si l'État va jusqu'au bout et révise la Constitution. Vous croyez que ce sont des menaces réelles et qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour eux?
Ben, ce que je peux dire, c'est que les chantages, ou plutôt la menace et la violence, ça n'amène à rien. Voilà, ça c'est ce que je vais déjà dire. La menace et la violence, ça n'amène à rien. Pour personne. Pour personne. On trouvera des solutions si l'on discute. Après ça, je comprends bien que mes collègues indépendantistes, pour certains avec qui je discute, doivent faire un travail avec leurs différents organismes un peu pour essayer de caler les choses. On a vu la tension qui tourne non seulement autour de ce sujet-là, mais la crispation, elle a surtout été apportée par le sujet du pacte nickel, dont on parlera certainement après. Il y a un énorme travail qui doit se faire là-dessus, et j'ai cru comprendre que l'Union calédonienne a une réunion ce week-end là-dessus pour caler les choses. Un Et pour, comité directeur extraordinaire qui se voilà, réunit samedi. voilà, tout à fait, pour qu'ils puissent se caler les choses, et il est important que les choses soient calées du côté de chez eux. Voilà. Qu'est-ce que vous avez pensé des deux manifestations qui ont eu lieu à Nouméa sur deux objectifs inverses dans le centre-ville? Ça s'est passé dans le calme. Oui, et je voudrais saluer non seulement les organisateurs de ces manifestations-là, mais je voudrais saluer aussi l'ensemble des Calédoniens qui ont participé, qui ont fait preuve, on va dire, de responsabilité. Et tout le monde a fait preuve de responsabilité, même s'il y a des petites choses par-ci, par-là. Au final, ça s'est très bien passé. J'en ai même eu, j'ai même eu des remarques à la fin de certains de mes collègues indépendantistes me disant ainsi, qui ont participé à la manifestation, et qui m'ont dit, eh ben, peut-être la prochaine manifestation, c'est tout le monde ensemble, les deux drapeaux, et on viendra au Congrès pour vous obliger à trouver un accord. C'est utile ce genre de manifestation. Aujourd'hui, il faut influencer encore, il faut peser un peu sur les parlementaires métropolitains. Ouais, mais je pense que ça fait partie de la vie politique calédonienne. Nous, on n'a pas invité, on n'a pas inventé ces manifestations-là. Je veux dire, en 87, il y a eu d'énormes manifestations, et même les années précédentes, il y a eu d'autres manifestations. Pendant le corps électoral aussi, il y a eu des manifestations. Donc, ça fait partie de la vie politique calédonienne de montrer ses couleurs, de montrer qu'on est présent, etc., pour que les élus nationaux, quand ils votent, bah, ils sachent que les gens existent de chaque côté. Alors, il y a des dissensions sur le corps électoral, il y en a, on va en parler sur le pacte nickel, mais pourtant beaucoup parlent de la recherche d'un accord global, donc sur l'avenir institutionnel. Est-ce que c'est possible, franchement, aujourd'hui? Est-ce que vous y croyez et est-ce que c'est l'un des objectifs à atteindre? Écoutez, c'est vrai que tous les paramètres vis-à-vis de la question que vous posez sur l'accord global, si on regarde un peu toutes les lumières, ils sont plus au rouge ou au orange qu'au vert. Mais je le redis, il tient qu'à nous, les responsables politiques, et notamment du côté des indépendantistes, si à un moment donné il y a une volonté de faire les choses avant que la réforme elle arrive au bout, on peut faire. On peut le faire. Mais moi, je l'ai partagé avec mes collègues. Si on est enfermé une dizaine ou une quinzaine de jours, on sort de là quand c'est fini, quoi. Mais il faut que les gens viennent avec des mandats et qu'ils puissent décider. Mais, Faut pas qu'on discute ou qu'on parte ailleurs, etc. et tout, puis quand on revient ici, les positions, elles rechangent. Ça peut pas le faire. mais on dit que les indépendantistes ne veulent parler que d'une accession à la pleine souveraineté et que donc ça rend un peu les discussions impossibles. Vous pensez, vous, qu'il y a quand même des pistes, des sujets sur lesquels vous pouvez trouver un accord? Écoutez, on a travaillé sur un document martyr avec l'État à l'époque, donc l'UNI a participé à ces discussions-là. Euh, ouais, des slogans politiques, rien que l'indépendance, mais là, il faut traiter la réalité de la chose. Voilà. Et une des réalités, c'est qu'il y a eu 3 référendums où les Calédoniens, ils ont voté. Et ça, il faut respecter, parce que ça fait partie de la démocratie. Voilà, ça fait partie de la démocratie. Et donc, ça fait partie des bases sur lesquelles il faut qu'on parte pour discuter et remettre en perspective l'avenir de la Nouvelle-Calédonie sur des questions économiques, sur des questions de gouvernance, sur des questions électorales, etc., etc. Il y a du travail. C'est à nous. C'est à nous de trouver les voies et moyens à un moment donné de s'asseoir pour en discuter, parce que c'est là que les Calédoniens nous attendent, des deux côtés d'ailleurs. C'est pas que d'un côté indépendantiste ou non indépendantiste. Non, des deux côtés, les Calédoniens nous attendent. Alors l'autre grand sujet d'actualité, grand sujet de l'heure, c'est bien sûr le nickel, la filière nickel dans son ensemble, avec le pacte de nickel d'une part, et puis la situation des différentes usines. On sait que vous êtes très impliqué professionnellement dans ce secteur.
Est-ce que le pacte nickel va être signé selon vous ou est-ce que là on est vraiment dans une impasse aujourd'hui? Mais déjà, Elisabeth, si je peux me permettre un peu, l'objectif du pacte nickel, c'était quoi? L'objectif du pacte nickel, c'était donner à un moment donné des signaux positifs à des éventuels repreneurs pour leur dire, si vous venez ici, voilà comment est-ce que les Calédoniens et l'État pourraient vous aider. C'est ça l'objectif du pacte nickel. Ce n'est pas de rétribuer ou de rendre la compétence du nickel à l'État. Il n'y a aucun moment qui est écrit, à aucun moment dans ce pacte, dans ce document-là, cette réattribution à l'État de la compétence nickel est écrite. Donc, non. Ce sont des dispositifs qui sont mis en place avec des responsabilités qui sont partagées là-dessus entre l'État, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les industriels. Chacun puisse s'engager à son niveau pour donner de la perspective et essayer de nous donner une chance d'attirer des futurs investisseurs ici en Nouvelle-Calédonie. C'est ça l'objet du pacte. C'est ça. C'est pas autre chose. Non, il y a eu beaucoup d'informations. Je pense. Je pense qu'il y a eu beaucoup de désinformations dessus. Et les gens, s'ils veulent savoir, il faut qu'ils parlent avec leurs élus, qui sont en responsabilité aujourd'hui. Des deux côtés d'ailleurs, et je le répète, des deux côtés. Les élus qui sont en responsabilité aujourd'hui peuvent leur expliquer les choses. Il n'est pas parfait, cet outil. Il n'est pas parfait. Et ce n'est pas le seul outil. Ce n'est pas le seul outil. Ce n'est pas dit que si on signe, ça nous sauve. Par contre, si on ne le signe pas, on se met 99% d'enlever l'infime chance que l'on a encore d'attirer des investisseurs. Donc, l'équation, pour moi, elle est simple. Si le pacte, il est signé et qu'on ait modifié ou ajusté des choses là-dessus, parce que la commission travaille dessus actuellement et je suis dans la commission. Mais si le pacte, à la fin, il est signé, on assumera tous ensemble de l'avoir signé. Si le pacte, il n'est pas signé, nous, de notre côté, on souhaitait qu'il soit signé. Mais ceux qui auront fait qu'il ne soit pas signé, on assumera les conséquences. On ne va pas tergiverser et puis chercher midi à 14h. Hein. Quand c'est 14h, c'est 14h. Quand c'est midi, c'est midi. Pourquoi est-ce que le président du gouvernement n'y est pas allé? Pourquoi il n'a pas signé? On sent que lui, il défend ce pacte nickel. Gilbert Thuénon le défend également. Et le gouvernement a souhaité avoir l'habilitation des élus du Congrès. C'est une erreur stratégique ou c'est une mesure de prudence? Comment vous l'interprétez? Je ne suis pas dans la tête de Louis Mapou et de Gilbert Thuénon pour vous répondre à leur place, Elisabeth. Mais je vais essayer de répondre en disant peut-être que le président, sur les engagements du gouvernement, sur ce pacte-là, il y a la nécessité à certains moments de revenir au Congrès pour que le Congrès vote. C'est peut-être pour ça. Mais là, c'est moi qui pense à cette réponse-là à votre question, parce que j'en ai pas parlé avec Louis Mapou pour savoir au fond. Ben, je pense que peut-être qu'en tant qu'exécutif, il aurait pu prendre la décision, lui, parce qu'il avait la majorité de ses membres qui étaient d'accord pour le signer. Il aurait peut-être pu le prendre parce que c'est l'exécutif. Mais je reviens à ce que je disais. Il a peut-être tenu compte du fait qu'à un moment donné, il va falloir voter au Congrès pour respecter ce que le pacte prévoit. Et c'est peut-être ça qui l'a fait revenir au Congrès. Cette commission spéciale à laquelle vous appartenez, est-ce qu'elle va vraiment servir à quelque chose? Alors, certains disent c'est pour enterrer le pacte nickel, d'autres non, c'est pour l'améliorer, essayer de trouver une solution. De votre expérience, il y a déjà eu 2 réunions, hein, je crois, de cette commission. Est-ce que ça avance? Écoutez, ça discute beaucoup. Ça discute beaucoup. Ce sont des réunions où on échange chacun nos points de vue et tout. Est-ce que ça avance? Oui, chaque jour qui passe, ça nous rapproche de la fin. Mais moi, pour moi, à la fin de ce pacte-là, il faut aller au Congrès et puis il faut voter et puis savoir si on donne l'autorisation, enfin, on donne le mandat à Louis Mapou de voter et de signer le pacte ou pas. Je veux dire, on ne va pas tergiverser 120 ans non plus. Hein. Je dis, on discute, on pose les choses, on échange entre nous au Congrès. Il y en a qui sont d'accord, il y en a qui sont moins d'accord. Il y en a qui sont totalement opposés pour des raisons X, Y. Mais à la fin, le Congrès, les 54 membres ou 53 membres, parce que moi je ne peux pas voter au Congrès étant donné mes fonctions, mais les 53 membres qui sont présents doivent se prononcer à la fin pour décider si oui ou non le président du gouvernement signe le pacte. Est-ce qu'on a encore le temps? Parce que Bruno Le Maire est venu en novembre, il voulait signer le pacte en janvier, après on a dit février, après on a dit mars. Et puis maintenant, on n'a plus aucune visibilité. Est-ce qu'à un moment, ça va pas être trop tard? Est-ce que
on risque pas de tout perdre? Est-ce que les 3 usines ne vont pas finalement s'effondrer si rien n'est fait? Ben vous avez raison. Là, pour le coup, chaque jour qui passe nous éloigne de l'objectif de on va dire, de cet outil parmi tant d'autres qui a été posé sur la table non seulement par l'État mais par les institutions calédoniennes. Donc oui, il faut aller vite. Il faut aller vite. Si je prends par exemple pour nous à Konyombo Nickel, ben là on finit le mois d'avril, on nous avait dit 6 mois, donc il va nous rester juste 4 mois. Et si les investisseurs potentiels n'ont pas de signaux vis-à-vis de ça, ça risque de rendre un peu plus compliqué la situation pour nous. Il y a également l'épisode des garanties financières de la SLN qui fait que la province Nord a suspendu ses autorisations d'exploitation. C'est vraiment un climat très particulier. Vous, très franchement, vous êtes inquiet pour l'avenir de la filière nickel, vous qui connaissez bien ce secteur? Est-ce qu'il y a de l'espoir à avoir ou est-ce que vraiment la situation est catastrophique? Je vais d'abord vous répondre, Elisabeth, à votre question de façon générale. La question, enfin, le secteur nickel et métallurgique en Nouvelle-Calédonie est fouetté de plein fouet par ce qui se passe sur le marché international. Ça, il ne faut pas que les Calédoniens l'oublient. Les développements d'usines et de mines et d'exploitation en Indonésie nous font mal. Ils arrivent à produire énormément de nickel à des coûts qui sont extrêmement bas. Et donc ça remet en cause nos business respectifs, ça met beaucoup de frilosité chez nos actionnaires. Et donc c'est en partie ce qui rend compliqué la question nickel aujourd'hui, parce que ici en Calédonie, on a tendance à parler de nickel dans la politique et de le lier à la politique. C'est un fait. Ça a toujours été comme ça, mais à un moment donné, il faut qu'on lève la tête et puis qu'on regarde aussi qu'est-ce qui se passe autour. Et quand on voit ce qui se passe autour, ça devrait nous aider ici à trouver des solutions et puis à éviter de se chamailler sur des questions qui, pour moi, n'en valent pas la peine. Sur le nickel, on devrait être tous du même côté de la table pour défendre notre secteur nickel en Nouvelle-Calédonie et ne pas être opposés. Et également, on devrait aussi, nous, les élus en responsabilité, là-dessus, faire énormément d'informations. Parce que y a des équipes qui tournent sur le terrain, j'en ai entendu parler, qui font de la désinformation. Et ça, c'est dangereux. C'est dangereux. Il faut informer les gens avec les faits, des données qui sont exactes, qui sont factuelles. À partir de là, on avance et puis on essaye de trouver des solutions ensemble. Pour ce qui est des garanties financières en province Nord, je ne vais pas parler à la place du président de la province Nord, mais il a rappelé à plusieurs fois le respect de tout ce qui est démarches administratives, etc., etc. De ce que j'ai compris, la nuit dernière, un conseil d'administration s'est réuni il y a quelques jours auparavant, et que les choses sont en train de se régler aujourd'hui et que ça va se débloquer parce que toutes les conditions qui ont été demandées sont réunies. Et c'est vital aujourd'hui pour la SLN. Ah ben oui, oui. Je vais dire, c'est non seulement vital pour la SLN, mais c'est aussi dans l'intérêt de l'ensemble des Calédoniens, parce que vous avez des milliers d'emplois qui tournent autour de ça. Et comme je l'ai dit sur une autre radio, il faut que chacun, là où il est en responsabilité, assume ses responsabilités. Je veux dire, sur les questions de garantie financière, ça nous a tous éclaté à la figure, mais le président de la province a demandé à un moment donné à ce que les choses soient respectées pour que les opérations puissent se continuer. Donc on y arrive, c'est en train de se régler. J'ose espérer que dans les jours qui viennent, les exploitations de la SLN reprennent, que ce soit sur Kwawa, Tiebagi, Nepouy, etc., etc. Vous y faisiez allusion, et ça se termine bientôt, mais est-ce qu'il y a une corrélation aujourd'hui, selon vous, entre le dossier nickel et le dossier avenir institutionnel? Les choses ont toujours été liées en Nouvelle-Calédonie. Il se trouve que là, on est à la recherche d'une solution d'avenir, que le dossier nickel explose. Est-ce que c'est lié? Est-ce que c'est volontaire ou est-ce que c'est une coïncidence? Alors je vais essayer de vous répondre rapidement, Elisabeth. Une des premières bilatérales avec Gérald Darmanin, avec mes collègues, quand on avait été reçus par le ministre de l'Intérieur des Outre-mer, je lui avais fait une déclaration dans ce sens-là en disant que si la question de nickel n'était pas prise très très rapidement dans les discussions, ça risquait de nous éclater à la figure. Aujourd'hui, ces deux questions-là ont toujours été liées ici en Nouvelle-Calédonie. C'est un fait.
C'est pas moi qui l'invente, ça a été comme ça en 98, ça a été comme ça aussi à l'époque. Donc ce sont que deux questions qui sont liées. Pour autant, aujourd'hui, se poser la question de est-ce que c'est lié ou pas, moi je poserais plutôt la question de l'urgence des choses. Ce sont deux questions qui sont urgentes à traiter et ça nous oblige à les traiter en même temps parce que c'est là. Il faut apporter des réponses à ces questions-là. Ça fait du travail et des responsabilités. Tout à Un fait. dernier point, il y a d'autres élections dont on parle peu en Nouvelle-Calédonie. Les élections européennes, c'est le 9 juin prochain. On sait que votre oncle Maurice Ponga était député européen pendant plusieurs mandats. C'est une élection qui vous intéresse? Mais écoutez, je pense que c'est au moment où on parle des crises nickel, on parle des filières nickel en Europe, etc., etc., ça fait partie du travail de ces députés européens-là qui sont français mais qui travaillent au Parlement européen. À mon sens, c'est une élection qui est importante, même si la Calédonie en est un peu éloignée de tout ça. Mais par le passé, on a bénéficié de pas mal de dispositifs de l'Europe que mon oncle Maurice a travaillé là-dessus. C'est important, ça va arriver dans le courant du mois de mai. Et je profite également pour vous dire que au niveau du Parti national, on est en train de travailler avec eux pour voir également si quelqu'un de nos équipes puisse participer avec eux là-dessus pour prendre la relève et puis pour accompagner aussi le Parti national là-dessus. Les Républicains qui donc pourraient solliciter quelqu'un, un Calédonien pour être présent sur leur liste, hein, si on a Voilà, bien compris. tout à fait. Vous, ça pourrait vous intéresser ou c'est trop tôt? Écoutez, je vais avoir un bureau qu'on va mettre en place et tout, et donc ça se passera dans les règles du parti, et puis sortira un nom qui sortira d'ici là. Alcide Ponga, président du Rassemblement, merci d'accepter notre invitation. Merci beaucoup Elisabeth et merci aux auditeurs.